Et bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission des dossiers du train du 19 octobre. Donc la dernière fois, la gare qu'il fallait découvrir, c'était la gare de Brive-la-Gaillarde. Alors pourquoi la gare de Brive-la-Gaillarde? Parce que par rapport à toutes les gares que j'ai pu rencontrer, c'est pour moi une des plus belles gares qui existent. Pas seulement par son architecture, même si elle est jolie, mais aussi la façon dont elle est placée par rapport à la ville de Brive-la-Gaillarde. Donc c'est une station typique du PO. Donc au départ, à Brive-la-Gaillarde, la gare était en bois, c'était une gare en bois et en briques. Et ensuite, au fur et à mesure de l'ouverture des lignes, notamment quand la ligne de Brive à Cap-de-Nac a ouverte, du coup il a fallu agrandir. Donc on a construit, la compagnie du PO a construit ce sublime bâtiment. Et ce qui est assez, donc là c'était pas facile hein, pour la découvrir. Faut vraiment soit l'avoir déjà vu, la connaître, mais bon. Ce qui est assez surprenant quand on arrive sur cette gare, c'est que, déjà la ville de Brive-la-Gaillarde, c'est une belle ville qui est construite elle est circulaire en fait. C'est une vieille ville avec des jolies pierres et la gare est bien située puisqu'en fait elle n'est pas au cœur même de la ville et en même temps elle est juste à côté. Et dès qu'on sort sur le parvis de la gare, on a une vue, je vais passer à l'image suivante, pour vous montrer, on voit sur la ville en fait. Voilà, donc dès qu'on sort du parvis, il faut descendre en fait la gare et elle surplombe légèrement la ville en fait. Et donc on a une jolie vue sur la ville avec un grand escalier devant et on la remarque de très loin quoi. Donc voilà, c'est une gare assez typique et assez jolie, avec une grande verrière, une belle verrière. Donc sur les photos que j'avais montrées, ici on pouvait voir des loges de l'ancienne rotonde qui se trouvaient à proximité du bâtiment voyageur. Et sur cette autre image, en fait, c'est pour vous donner, ça donne des indications pour essayer de découvrir de quelle gare il s'agit. Donc ici on voit la verrière, donc il y a une belle verrière en fait. Et de l'autre côté, mais là on le voit pas, il y a une belle halle marchandises. Le poste qu'on voit ici à droite, alors c'est des vues à 380 degrés en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous joignez le bord gauche et au bord droit, ça fait le tour. Vous voyez ? Mais bon, c'est pour le jeu, c'est marrant. Donc ici, en fait, c'est le poste 1 de Brive, là, le bâtiment à droite. C'est le poste qui aiguille toute la gare. En fait, si on regarde à gauche, le poste est à gauche, là, ici, au bord du quai. Et on peut voir la caténaire. Maintenant, comme on en a parlé justement dans la dernière émission, si on est observateur, on peut savoir si c'est une caténaire 15 000, 1500 volts ou 25 000 volts. Ça donne aussi une indication pour trouver de quelle gare il s'agit. Voilà, mais ce coup-ci, j'avais pas mis le nom, donc c'était un peu plus difficile. Donc voilà pour cette gare qu'il fallait découvrir, c'était la gare de Brive-la-Gaillarde. Alors top, c'est parti pour cette nouvelle émission du 19 octobre où je vais continuer de répondre à vos questions. Donc voilà la nouvelle gare qu'il va falloir découvrir. Alors ça va pas être facile non plus, mais encore une fois, c'est une gare typique. Donc pour ceux qui l'ont déjà fréquentée, ils vont la reconnaître tout de suite. Notamment, je pense à une personne en particulier qui avait laissé des commentaires et qui la connaît très bien. Donc voilà, à vous de découvrir. Donc je vais commencer par répondre aux questions de Bastien. Bastien m'avait posé des questions en privé. Donc du coup, il me demandait, on nous demande par rapport à la vitesse limite en fait. On nous demande de rouler à la vitesse limite. Mais est-ce qu'on doit rouler sans dépasser aucun kilomètre-heure ? Donc il me dit qu'il était tombé sur l'histoire d'un mécano qui avait été jugé
Donc on en avait parlé, hein, ça arrive. Donc il avait dû avoir un incident, il me précise pas de quoi il s'était passé, un accident certainement, pas un incident. Et le mécano avait été jugé pour excès de vitesse. Et notamment, il était question d'une question de VI qui était réglée à moins 5 km/h. Donc il me demandait si moi je me servais de la VI et combien de km/h en dessous de la vitesse limite en marche tendue. Comment je la réglais en fait. Alors ça fait beaucoup de questions en plusieurs. Donc je vais déjà parler de la VI. Donc la VI, ça veut dire c'est vitesse imposée. Donc vitesse, en fait, on règle un petit manipulateur. Donc il faut que le train soit équipé. Je pense tout de suite aux AGC parce que les AGC sont équipés de VI. En fait, chaque train a une VI qui va fonctionner plus ou moins bien. Une VI que je trouvais qui était bien, c'était la VI de la 26000. On peut vraiment l'ajuster parfaitement et elle est assez juste. Donc on va sur un petit compteur qui va reprendre des kilomètres-heure de 0 à 160. On va régler une aiguille. Donc on l'a sur le Regiolis par exemple. Donc les 73-500 sont pas équipés de VI. On va régler donc cette aiguille sur la vitesse qu'on veut respecter. Mettons c'est 80 km/h, on va mettre l'aiguille sur 80. Et le train et ensuite on place le manipulateur de traction sur une plage de traction. Ça c'est important, sinon ça marche pas. Donc on accélère à fond. Ensuite, le train, donc il va accélérer jusqu'à ce qu'il arrive à la vitesse souhaitée. Quand il va s'approcher de cette vitesse souhaitée, il va commencer par couper la traction petit à petit. Et si jamais ça dépasse la traction, il va utiliser le freinage électrique. Donc maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Donc là, par rapport à ce que j'avais expliqué la dernière fois, j'avais fait une explication simpliste. En réalité, pour que le frein soit plus puissant, on va injecter du courant dans les inducteurs des moteurs électriques pour produire un effort de retenue plus important. Donc, mais le frein électrique, il a une limite. Hein. Donc la VI, elle a aussi une limite. Elle peut pas dépasser. Donc c'est pas parce qu'on a mis la VI qu'on ne doit pas surveiller la vitesse. Puisque si par exemple on est dans une descente importante, la VI peut ne pas suffire à maintenir le frein. Bon, en général, ça le fait, mais ça peut que ça le fasse pas. Par exemple, il y a un enrayage, et là, on va dépasser la vitesse. C'est pas parce qu'on a la VI va pas déclencher un freinage dans ce cas-là. Voilà. Comme en plus, suivant le matériel qu'on va utiliser, il va y avoir un décalage plus ou moins grand. J'explique, c'est-à-dire par exemple, on est en pleine descente, on règle notre VI à 80, le train il approche de cette vitesse de 80, la VI toute seule va commencer à couper l'accélération, mais la vitesse continue de grimper très vite. Le temps que la VI réagisse et qu'elle commence à mettre du freinage électrique, on va manger la vitesse de 3-4 km/h. Donc en fait, si on est sur une voie même en palier, mais avec des déclivités de 2-3% pour 1000, pardon, ou même un peu plus, mais la VI à ce moment-là, ce qu'elle va faire, elle va accélérer dans les montées, mais elle va pas anticiper par rapport au profil de la ligne. Donc on risque de dépasser la vitesse limite, j'entends. Donc du coup, ce qu'on fait par habitude, on va réduire cette vitesse. On va mettre, si par exemple la vitesse limite elle est de 80, on va régler la VI à 75. Donc c'est vrai, cette histoire de 5 km/h. Pour être sûr de ne pas dépasser la vitesse, on règle jamais la VI pile poil à la vitesse limite que l'on doit respecter. On se garde toujours une marge, normalement d'à peu près 5 km/h. Donc ça c'était pour l'histoire de la VI. Il me demandait si moi je m'en sers. Non, j'ai pas pour habitude de m'en servir. Par contre la VI ça peut être un garde-fou. Bon, c'est-à-dire que admettons qu'on arrive sur une zone limitée à 30 km/h et qu'au milieu de cette zone on est un arrêt pour desservir des voyageurs où on est arrêté par les signaux. À ce moment-là, on peut régler notre VI par exemple à 30 km/h et pour éviter d'oublier qu'on est justement dans une zone limitée à 30 km/h. De cette façon, ça va faire un garde-fou.
Donc on peut s'en servir aussi comme ça de la VI, c'est-à-dire comme un garde-fou. Dans la pratique, j'évite de l'utiliser parce que la VI ça conduit mal en fait. C'est l'automatisme, c'est comme quand ils disent que ils vont mettre des pilotes automatiques sur les trains, ça va se faire la même chose qu'avec la VI, ça va faire de la merde. Au niveau consommation, c'est pas bon. On n'arrivera jamais à l'équivalent d'un conducteur puisque l'humain est capable d'anticiper. Il le sent son train, alors qu'un ordinateur, une machine, elle peut pas le faire. Pour l'instant, on n'a pas ce niveau, quoi. Donc j'évite de l'utiliser. Par contre, ça peut être utile quand on est fatigué. C'est-à-dire que ça va m'arriver de l'utiliser à la fin de journée ou quand on va avoir des journées de travail qui sont longues, si on l'a, et surtout sur certains jours où il y a certains jours où on est fatigué, on le sent. On n'est pas au top, quoi. On va pas être à 100%. Malheureusement, c'est un métier où ça pardonne pas. On ne peut pas faire d'erreur. Donc du coup, il faut qu'on trouve des combines pour se prémunir. La VI, c'en est un. C'est-à-dire qu'on peut mettre la VI parce que justement, aujourd'hui, on dit on se sent pas, on n'est pas assez attentif. Mais à contrario, ça peut aussi pousser à la faute. Voilà, parce que après, la VI, on fait plus rien. Ça roule tout seul et puis on peut rater une zone, etc. Donc ça s'utilise, mais il faut faire attention. La VI, c'est quelque chose, faut l'utiliser comme il faut. Bon, après, est-ce qu'on nous demande de rouler à la vitesse limite? Alors là, ça va être très simple. Jusqu'à l'avènement des appareils électroniques, c'est-à-dire quand on avait les enregistreurs flamands ou les Tacro, l'aiguille, elle variait de 10 km/h. C'est-à-dire que l'aiguille, c'était pas comme sur le compteur de votre voiture, où l'aiguille, pour ceux qui savent pas, donc le Tacro ou flamand, c'était des enregistreurs mécaniques, mécaniques électriques. Le flamand, donc c'était un des premiers, donc lui était vraiment une horlogerie mécanique avec quand même des contacts électriques. Le Tacro est plus électrique, mais à l'intérieur, ça reste un système quand même d'horlogerie, donc avec des pignons, etc. Et ensuite, on est passé aux enregistreurs électroniques, genre ATES, et à ce moment-là, donc ça va avec l'affichage en fait. On va se retrouver avec des affichages de voitures et des enregistreurs. Donc les deux sont liés en fait. C'est-à-dire que la vitesse, elle est enregistrée sur des bandes, etc. Donc à la place que ce soit des bandes, c'est devenu avec ATES des cassettes électroniques. Donc avec les Tacro, les flamands, qui étaient des mécanismes mécaniques, et qui donc l'enregistrement sur la bande papier était relié directement à l'aiguille du compteur. Et le compteur, c'est pas comme sur la voiture, on voit bien que l'aiguille, elle monte par à-coup en fait. Et quand on roule, par exemple, on roulait à 50, l'aiguille, elle variait de 55 à 45. Elle faisait tac, 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 comme une aiguille de montre, elle bougeait, en fait. Donc, c'était pas du tout précis pour nous. Du coup, il y avait une bonne tolérance. Je veux dire, même quand on dépassait la vitesse de 5 km/h. Donc, du coup, qu'on dépasse la vitesse de 5 km/h, ça ne gêne pas. Donc avant, ça arrivait même quand on avait du retard pour que les gens prennent une correspondance, on roulait 5 km/h au-dessus, les bandes n'étaient pas vérifiées. C'est-à-dire que on regardait un chef, il vérifiait une bande uniquement quand il y avait une anomalie qui remontait, quand on avait fait une connerie et que ça remontait, ou sinon régulièrement, une fois par an, il faisait une bande. Donc il vérifiait si le conducteur il faisait bien son boulot, voilà. Mais il le faisait qu'une fois par an. Donc ils n'étaient pas pénibles là-dessus. Il n'y avait pas de souci avec ça. Voilà, les dépassements, voilà. Donc en dessous de 5 km/h, on considère que ça fait rien, quoi. Mais en fait, c'est une question de durée. C'est-à-dire que si vous faites un plus 5 pendant 8 km, là, ça va remonter. Si vous faites un plus 5 pendant 200 mètres, il n'y aura rien. Maintenant, si vous faites un plus 5 sur 200 mètres, mais juste avant un passage à niveau, et que vous heurtez une voiture qui vient de franchir ce passage à niveau fermé, le passage à niveau, admettons, il a bien fonctionné, mais la voiture a franchi le passage à niveau, vous heurtez la voiture alors que vous rouliez 5 km/h au-dessus, vous pouvez être condamné. On peut être condamné, malgré que ça change absolument rien.
Mais le fait d'avoir roulé 5 km/h au-dessus, là où le danger par rapport au passage à niveau, c'est que le temps de fermeture des barrières, il va être réduit. Entre le moment où les barrières elles sont fermées et le moment où le train arrive, eh ben, il n'y aura pas forcément les 7 secondes. Donc c'est là où ça va, vraiment un des cas le plus emmerdant. Et à mon avis, le cas de Sébastien, je pense que ça devait être un truc sur un passage à niveau, parce que sinon ça n'aurait pas été nulle part. Après, il va y avoir des gros dépassements de vitesse, comme on a vu il n'y a pas si longtemps avec le TGV, enfin le train rapide en Espagne qui s'est couché. Là, c'est a carrément zappé la zone. Bon, ils n'avaient pas de KVB pour les rattraper. Nous, sur la plupart de nos lignes, on a le KVB, sauf sur les lignes non électrifiées. Donc le KVB va arrêter le train s'il y a un trop gros dépassement de vitesse. Mais le KVB c'est pareil, c'est-à-dire qu'en dessous de 5 km/h, au-dessus de la vitesse limite, il réagit pas. Et après il va commencer à sonner, après il va arrêter le train, etc. Donc là voilà la marge. Ensuite, quand on est passé sur du matériel électronique, donc ATES, avec donc là on a des affichages qui sont précis. Bon alors ils peuvent se dérégler avec quand les engins ils passent au tour en fosse, c'est-à-dire qu'on va réduire le diamètre des essieux par exemple. Donc il faut les régler, mais en général ils sont précis au chrono, quoi. C'est très précis. En même temps, quelques années après, ils ont mis en place, donc au niveau de la direction, un logiciel qui s'appelle Ténor, et qui lui va systématiquement contrôler la bande de tous les conducteurs. Alors c'est plus une bande, c'est une cassette électronique, et toutes les cassettes électroniques sont systématiquement contrôlées. Donc quand il va y avoir un dépassement de vitesse, il va y avoir des pastilles qui vont remonter, ça va s'allumer, des petits ronds, donc des ronds jaunes, des ronds rouges, suivant le dépassement de la vitesse, et donc le chef des mécanos doit justifier de ce dépassement. Voilà, donc ça peut être erreur de manipulation, ça peut être voilà. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus un peu plus pointilleux sur les vitesses, moins tolérants, mais c'est juste une interprétation en fait. Parce que eux, ils ont des pastilles qui remontent, il faut qu'ils justifient, ça leur fait du boulot, ça les emmerde. Mais en dehors de ça, y a rien. Mais c'est quelqu'un qui va faire régulièrement des petits dépassements de vitesse, et ben ça leur fait à chaque fois des justificatifs. Ouais. Bon bah après ça fait partie de leur boulot, mais c'est vrai que ça leur demande du boulot. Hein, ils préféraient que les trains fassent toujours fassent pas, enfin que les mécanos fassent pas d'excès de vitesse. Maintenant il y a aussi un phénomène, on connaît les endroits où systématiquement on va avoir des dépassements de vitesse, parce que ça va être par exemple des endroits piégeux où ça redescend. On est toujours à la vitesse limite, et à cet endroit-là, hop, il y a une petite descente, alors que tout le long on était en palier. Et ben régulièrement il va y avoir des petits excès de vitesse à ce niveau-là. Et donc ça remonte systématiquement, ben ça passe à la trappe. Donc en fait c'est juste sur 100 mètres, on va avoir la vitesse qui va augmenter de 5 km/h. Donc en fait sur la bande graphique ça va se traduire par ce qu'on appelle un sapin. Ça monte et ça redescend. Bon bah voilà, s'il n'y a pas de gravité. Ensuite, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans l'excès de vitesse. Hein. Est-ce que le conducteur a réagi? Si par exemple on fait un excès de vitesse et on voit que le gars tout de suite il freine, bah, c'est qu'il était attentif. Voilà, mais on n'a pas l'œil rivé sur le compteur, et avec un train c'est difficile, c'est pas comme une voiture, parce que une voiture dès qu'on arrête d'accélérer, elle ralentit. Mais pas le train. Le train, lui, il roule sur l'air, donc il roule avec sa propre inertie. Donc il suffit de pas grand-chose. Hein. Nous, on compte pas en pourcentage, mais pour 1000. Les pourcentages sont pour 1000, pas pour 100. C'est-à-dire que une rampe de 3%, ça fait 30 pour 1000, c'est beaucoup. Par exemple, pour un train. Normal, puisque le poids est important et il n'y a pas de frottement. Donc du coup, on va rapidement prendre de la vitesse suivant les déclivités. Donc quand les lignes sont plus accidentées, ben, il est normal de faire des dépassements de vitesse. Après, au niveau risque ferroviaire, il n'y en a pas. Jusqu'à 15 km/h, il n'y a aucun risque, en fait.
il va pas y avoir de déraillement. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas ça qui va causer un déraillement. En fait, les vitesses, après, on les limite par rapport à l'usure. Parce que plus on va rouler vite, plus on va user le rail, la voie, et les pas d'entretien vont être plus rapprochés. Ça va coûter plus cher. Donc c'est ça qui définit aussi les vitesses limites des trains sur les voies. C'est pas seulement les courbes et le risque de déraillement. Souvent on pense à ça, mais c'est pas ça. Mais comme j'ai dit, voilà, par rapport sur un passage à niveau, ben là, ça va faire désordre. Et comme on voit exactement la vitesse où on roule, et ben voilà. Donc c'est un peu quelque chose de subjectif. Voilà. Mais on est systématiquement contrôlé. Donc c'est plus rigoureux qu'avant, on va dire. Donc voilà, mais sinon, donc pour répondre à la question, on doit rouler, on ne doit pas dépasser la vitesse de 1 seul km/h. Ça c'est sûr. Pour toutes les vitesses. Donc il y a des endroits où on va être beaucoup plus strict. J'en parle parce que je vais en parler là. C'est justement les zones de chantier. En tout cas pour ma part, je considère que là c'est dangereux parce qu'il n'y aura pas sur une zone de chantier, il n'y aura peut-être pas cette marge de 15 km/h ou plus qui garantit qu'il n'y aura pas un déraillement. Sur une zone de chantier, quand le chantier est limité à 30, ben, il se peut que la voie elle soit vraiment limitée à 30. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'excès même de 1 km/h, on va même se mettre en dessous. Déjà parce qu'on peut avoir du personnel qui travaille, donc il faut respecter la vitesse par rapport à eux qui nous voient y arriver. Et ensuite par rapport à l'état de la voie ou ce qui pourrait s'y trouver. C'est une voie qui n'est pas en état, donc quand c'est du chantier, on ne sait pas pour quelle raison il y a le chantier, ça peut être la voie aux abords, hein, on a une réduction de vitesse. On va la respecter scrupuleusement. Donc voilà pour répondre à la question de Bastien. Alors maintenant, je vais répondre à une question, enfin 2 questions de Gauthier des Ferrovifou et Thierry B qui m'ont demandé comment on fait pour reprendre sa vitesse pour savoir quand est-ce que la queue du train a dégagé une zone. Donc je vais expliquer. Et il me demandait par rapport à la pancarte rêve sur les sectionnements, donc par rapport à quand on a un train long, une UM de matériel automoteur, etc. Alors je vais déjà répondre à cette histoire de zone parce que ça revient souvent. Je l'ai expliqué dans une vidéo sur la signalisation, la circulation des trains que j'ai fait en plusieurs épisodes. En fait, donc par exemple, comme ici, on a une zone à 140. Donc ça, c'est un TIV de type C. Alors pour s'en souvenir, les TIV type C, on dit que c'est un casque, donc ce qui est la forme d'un casque. Ce TIV, il intéresse que les trains automoteurs. Alors pour s'en rappeler, c'est facile aussi, parce que un train automoteur, il est arrondi sur le tour. Donc on peut imaginer que c'est un train automoteur. Donc il n'y a que lui qui va être concerné par cette vitesse, dans ce type de TIV. Donc il va avoir une zone, donc Z, ça matérialise le début de la zone à parcourir à la vitesse limitée à 140, et R, c'est la reprise. Donc comment savoir que la queue de son train a dégagé? Alors déjà il faut savoir quel matériel on a. Bon, quand on a un train classique, marchandises, un train du parc ordinaire, donc ça va être un train de marchandises avec des wagons ou un train avec des voitures corail, etc. Donc qu'on peut désassembler et assembler. Le conducteur est renseigné sur la longueur de son train par un bulletin de freinage, on appelle ça. Donc avant on appelait ça un bulletin de composition. Je préférais le terme composition que freinage. Bon. Donc sur le bulletin de freinage, il va y avoir marqué le nombre de wagons, etc. Et la longueur. Donc le long de la ligne, sur les lignes, tout le long, il va y avoir des kilomètres, des pancartes kilométriques et des pancartes hectométriques. Donc le conducteur, il sait, tous les 100 mètres, il va y avoir une pancarte hectométrique marquée 1, 2, etc. Et ensuite, hop, il arrive à sa pancarte kilomètre, après l'hectomètre 9. Donc, quand il franchit sa pancarte reprise, bah, il observe le premier hectomètre qu'il rencontre, et à partir de ce premier hectomètre, il compte la longueur de son train. Voilà, donc là, je vais prendre un petit schéma pour vous montrer. Donc, dès que le conducteur il franchit cette pancarte, donc son train, il se trouve ici, il a sa loque ici. Derrière, il va avoir tous les wagons.
Dès que sa machine elle franchit, il va regarder sur la voie le petit hectomètre qu'il va voir ou un PK, un point kilométrique. Donc s'il voit par exemple l'hectomètre 8, bon, il faut qu'il sache si les hectomètres progressent ou dégraissent, quoi. S'il est dans un sens pair ou impair, ça c'est sûr. Donc admettons qu'il voit ici le 9. Voilà. Donc il arrive 9. Ici il va avoir le PK, admettons 431. Et bien ici il sait qu'il était au PK 430,9. Donc le conducteur il va compter combien, si son train par exemple il fait 200 mètres, ici il va avoir ensuite un hectomètre 1, là il va avoir l'hectomètre 2. Si admettons son train il fait 200 mètres, il sait qu'arrivé à l'hectomètre 1 du PK 431, il aura fait 200 mètres. Donc la queue de son train aura dégagé la zone à 40. Donc ici, c'est pas une pancarte 40 qu'on va avoir, c'est une pancarte de reprise. C'est pour expliquer que c'était la zone. Donc il aura la reprise est ici. Donc une fois qu'il aura dégagé et qu'il aura parcouru la distance équivalente à son train, il sait qu'il aura dégagé. Dans la pratique, on va toujours se mettre une marge de sécurité, c'est-à-dire qu'on va laisser un peu plus long. Si le train est fait 200 mètres, on attend 300 mètres pour accélérer. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, donc ça c'est pour le matériel ordinaire. Ensuite, pour le matériel automoteur, je vais finir avec ça. Le matériel automoteur, le conducteur, il connaît la longueur de son matériel. Il sait qu'un 73-500 ça fait tant, il sait qu'un AGC ça fait tant, il sait qu'un TGV ça fait tant. S'il a 2 TGV, il sait qu'il va avoir telle longueur, donc ça revient au même. Il est renseigné sur sa longueur, mais là il n'a pas besoin d'un document. Puisque c'est un matériel indéformable, il sait s'il en a 1 ou 2, ça c'est sûr, donc ou 3, donc du coup il connaît sa longueur. Donc donc il fait toujours la même chose. Donc ça c'est un peu la pratique du débutant, on va dire. Le débutant, il va surtout se servir des points kilométriques. Également, avec des trains de marchandises, des trains très longs, c'est pratique aussi. Maintenant, on peut aussi se servir d'autres choses. Voilà, donc là, j'ai pris une image. Donc, admettons qu'il faut qu'on dégage cette aiguille pour reprendre notre vitesse normale. On peut très bien avoir un ralentissement à cet endroit-là. Bon, si on sort de cet embranchement, ça c'est sûr. Et ben, le conducteur du train, dès qu'il va dégager cette aiguille, soit il peut regarder les points kilométriques qui se trouvent au bord de la voie et hectométriques pour mesurer précisément la distance qui le sépare de la pointe de cette aiguille, ou alors après on va prendre des repères. Quand on a l'expérience, par exemple, l'écart qu'il y a entre 2 poteaux caténaires, on sait que les poteaux caténaires sont espacés à peu près de 50 mètres, donc on va compter le nombre de poteaux caténaires pour savoir la distance qu'on a parcourue, et ensuite on va se laisser une marge de sécurité supplémentaire pour être sûr d'avoir dégagé. On peut aussi, quand c'est en courbe, qu'on a des petites longueurs et qu'on a la possibilité, passer la tête à la fenêtre pour regarder si le train a bien dégagé. Ensuite, avec l'expérience, un conducteur il est capable d'évaluer assez facilement, surtout quand le temps est clair, parce que dans le brouillard ça serait différent, et que le train est pas très long, on arrive à évaluer facilement au jugé la distance, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur la pointe de l'aiguille, en roulant, comme admettons qu'on là ici on est en train de rouler, dès notre cabine elle est comme ça, je sais par exemple moi que j'ai admettons 200 mètres à dégager pour dégager cette aiguille, et ben je vais visualiser un point à 200 mètres. C'est-à-dire qu'un conducteur il est capable d'évaluer à combien il se trouve d'un objet, s'il est à 200 mètres, 300 mètres. Tant que ça reste pas des distances, on est capable de prendre un repère et d'y dire, ben là voilà, à cet endroit-là j'aurais dégagé. Et dès que le train il arrive, on reprend notre vitesse parce qu'on sait qu'on a dégagé. Mais là, c'est cette façon de faire, elle s'acquiert avec le temps. C'est une question d'expérience qui vient avec le temps en fait. Un conducteur expérimenté, il a plus de problèmes sur les dégagements de zone. C'est naturel. On sait tout de suite évaluer par rapport à notre environnement. Alors qu'un jeune qui a moins d'expérience, il aura besoin de prendre des repères plus précis parce qu'il aura plus de mal à évaluer. Voilà.
Alors nous, on arrive à évaluer, je dirais pas au mètre, mais pratiquement quoi. On connaît bien quand c'est du matériel automoteur, on connaît bien les distances, on est capable de savoir exactement quand on a dégagé la zone. Mais quoi qu'il en soit, on joue pas avec. C'est-à-dire qu'on se laisse toujours une marge de sécurité. Voilà. Maintenant, pour répondre à Thierry, alors je crois que c'est Thierry qui avait posé pour la pancarte rêve. Donc il me demandait, mais comment ça se passe? Donc je vous rappelle, la pancarte rêve, c'est l'abréviation de réversibilité, on va dire. Donc par exemple ici, on a un joli coupé courant. Donc on a une pancarte secteur à 1000 mètres qui nous indique à 1000 mètres, il va falloir avoir que le disjoncteur soit ouvert. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, ça fait trois fois. Maintenant, vous le connaissez bien. Quand on a une machine seule ou on est avec un AGC, eh ben on fait comme pour la zone. C'est-à-dire que dès que la queue du train ou dès que notre mortographe a dégagé cette pancarte, eh ben on sait qu'on peut refermer notre disjoncteur. Et ensuite, on peut utiliser cette pancarte rêve pour le matériel qui est le matériel réversible. Donc en fait, il me demandait, ben oui, mais comment on fait quand on a un train très long? Ben en fait, normalement, théoriquement, la pancarte, elle est prévue pour le train le plus long. Alors, je parle pas d'un train, un train classique, parce qu'on ne demande pas que le train il sorte de la zone. Un train avec des voitures, par exemple, c'est juste la loque. Donc lui, il n'y en a pas besoin. C'est que pour les rames réversibles ou les automoteurs. Donc, à ce moment-là, les automoteurs en UM, etc. Donc, normalement, la pancarte, elle est passée au plus loin pour être sûr qu'on ait dégagé la zone avec les pantographes. Voilà comment c'est fait. Donc, il n'y a pas de risque. Mais, quoi qu'il en soit, on s'en sert pas. Enfin, moi, personnellement, je m'en sers pas. J'en ai pas besoin, puisque même si j'ai deux automoteurs, je sais quelle longueur ils font. Et j'ai pas besoin de la pancarte pour savoir quand j'ai dégagé. Exactement pareil que quand on dégage une zone. Donc je vois pas l'intérêt de mettre cette pancarte, à part évidemment quand on est dans le brouillard, voilà, c'est une aide, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on doit se servir systématiquement. C'est pas une pancarte qui va donner un ordre en fait. C'est une indication. C'est différent. C'est pas un ordre. Donc c'est comme ici si on disait faut ouvrir le disjoncteur à la pancarte. Non, c'est-à-dire la pancarte c'est la dernière limite. Il faut avoir ouvert le disjoncteur pour franchir cette pancarte, mais le disjoncteur on l'ouvre avant. On va pas s'amuser. Ben après on le referme après aussi. Tant qu'on a de l'élan, c'est pas gênant. En général, les coupés courants ou les baissés panto, ils sont pas disposés en pleine rampe. Ils vont être disposés dans des endroits judicieux. Assez judicieux, le plus judicieux possible par rapport au profil de la ligne. Voilà, donc pour répondre donc à Gauthier et à Thierry, et ben voilà, le conducteur il gère en fonction de la longueur du train et il connaît la longueur de son train et donc il mesure. Voilà comment ça se passe pour les dégagements. Alors maintenant je vais aborder ce qu'on appelle les TIV de chantier en fait. Donc dans certaines circonstances, on peut être amené à implanter une limitation temporaire de vitesse. Donc c'est ce qu'on appelle les limitations temporaires de vitesse ou TIV de chantier en fait. Donc c'est s'il y a un chantier, donc c'est pas forcément des travaux, ça peut être par exemple une défectuosité sur la voie. On peut avoir des baissés panto ou des coupés courants. Donc qui intéresse la caténaire avec des installations temporaires en fait. Ces installations, donc la différence avec les TIV qu'on peut rencontrer, c'est que c'est des TIV qui sont ronds et qui sont implantés au bord de la voie. Donc temporairement, c'est pas des signaux qui vont être cimentés dans la voie. C'est-à-dire que c'est les agents de la voie, ceux qui travaillent sur la voie, qui vont implanter ces signaux. Alors on va commencer par un cas simple pour pas compliquer les choses. Donc TIV de chantier. Donc ici, on va avoir un TIV d'annonce. Donc on a le taux de vitesse à respecter qui est en lettres noires sur fond blanc.
donc qui est disposé en fonction de la vitesse de la ligne et des catégories de trains qui y circulent. Donc on va mettre donc cette zone-là, les zones de ralentissement, on va choisir qu'elle soit la plus longue possible. On choisir la zone la plus longue possible en fonction du train le moins bon freineur, celui qui va mettre le plus de temps pour ralentir jusqu'à cette vitesse de 50 km/h. Donc elle va être plus longue sur une ligne par exemple où il y a des trains à V160 qui circulent, ou si par exemple il y a des trains de marchandises qui vont avoir un freinage plus lent. Ensuite on arrive au tableau d'exécution de la vitesse, donc en lettres blanches sur fond noir, c'est le TIV d'exécution. C'est le taux km/h jusque à ce tableau blanc. Donc le tableau blanc, c'est le tableau blanc de reprise. Donc ce tableau, on pourra reprendre sa vitesse normale que quand la queue du train aura dégagé ce tableau, exactement comme une reprise de zone sur une zone de limitation de vitesse permanente, par exemple. Alors voilà sur le terrain à quoi ça ressemble, hein. Donc ça c'est le TIV d'exécution à 60 km/h. Donc on voit bien que c'est une installation provisoire, il y a des chaînes, en bas on a mis des sacs de sable. Ici on a le tableau blanc, souvent on va se servir des poteaux caténaires pour fixer ces TIV temporaires. Donc on peut les attacher contre des poteaux caténaires. À partir du tableau blanc on peut reprendre sa vitesse normale. Ici elle est intéressante cette photo parce que là au loin, là on peut voir donc les gens, moi qui a un train de travaux là, donc qui est pas dans le sens de la circulation normale d'ailleurs, donc soit c'est une pousse, soit la voie a été prise. Ici on voit ce qu'on appelle une perche, donc on est bien sous une caténaire 25 000 volts. La perche, c'est en fait quand on a coupé le courant, donc ici il y a toutes les chances pour qu'il n'y ait plus de courant dans la caténaire. Donc en général cette perche elle est accrochée au fil de contact et elle est reliée au rail de façon à créer une sécurité pour le personnel qui va travailler sur la caténaire. Dans le cas où il y ait une réalimentation accidentelle, le courant va passer par le rail. C'est des perches de sécurité utilisées par les agents électriques. Donc on voit ici le triangle bleu qui représente une protection électrique. Et donc ces deux TIV sont éclairés la nuit. Il y a un rétroéclairage sur ces TIV. Alors je reviens sur notre signalisation. Donc ce qu'il faut savoir, pour des TIV de chantier, on peut avoir des TIV de type bas. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le mât. La cible, elle peut être posée à même le sol. Pour quelle raison? Une raison d'encombrement. Si par exemple on est obligé d'implanter des TIV entre deux voies. Donc il n'y a pas la place, on va pas mettre sur mât le tableau indicateur de vitesse, donc on va le poser à même le sol. Dans le cas où ce signal, ces signaux du moins, parce qu'ils le seront tous, soit on a toute la zone qui est équipée sur mât, soit elle est au sol. Dans le cas où tous ces signaux sont posés au sol, ou dans le cas où cette signalisation de chantier est de mauvaise visibilité, admettons une sortie de courbe, ou au milieu d'une voie justement et qu'on peut pas les voir parce que il y a des croisements de trains, etc. On va mettre ce qu'on appelle ici là un repère de proximité. Donc en fait c'est la même chose que le mirliton qu'on retrouve pour annoncer les signaux qui sont de mauvaise visibilité. Alors on a la même chose aussi sur la route avant les passages à niveau, par exemple quand ils sont en courbe. Donc ces mirlitons ils sont disposés ici de 100 mètres avant le TIV d'annonce, le mirliton. Donc il n'y en a qu'un, c'est un mirliton, il n'est pas éclairé, hein. Il est réflectorisé, c'est-à-dire qu'il réfléchit dans les phares. Donc quand on arrive, on voit le mirliton, ça veut dire, attention, on approche du TIV d'annonce 50, et ensuite de l'exécution. Voilà, donc ça, ces zones ici, là, ce sont des zones dont le conducteur est averti à l'avance par des documents de leur implantation. C'est-à-dire que on sait qu'on va mettre en place une zone de travaux. Alors à ce moment-là, les gars des travaux, ceux qui s'occupent de ça, alors, et je dis les gars parce que ça a toujours changé, un coup c'est l'infra, un coup c'est... Donc on va dire l'infrastructure, les agents de la voie savent qu'ils vont mettre en place une zone de travaux
ils vont avertir les dépôts concernés, des conducteurs, de tous les conducteurs de train. Alors maintenant c'est un peu différent parce que ça passe par l'informatique pour avertir toutes les entités ferroviaires qui sont susceptibles de rouler. Et on va les avertir en leur donnant des schémas, exactement comme celui-ci, en expliquant avec les PK bien sûr. Donc il va y avoir des points kilométriques où sont implantés chaque TIV et de entre quelle gare et quelle gare. Ça fait que le conducteur il sait à l'avance qu'il va rencontrer sur cette zone des chantiers, un chantier. Pour quelle raison? Premièrement, pour préparer sa vitesse, savoir qu'il va tomber sur des TIV, parce qu'on ne peut pas conduire en train et arriver sur des signaux à l'improviste, on les connaît à l'avance, même si on doit une obéissance passive. Secondo, il va perdre du temps. Donc le conducteur, il peut être amené à, par exemple, si c'est possible que ça marche à la détendue, s'il sait qu'il va perdre 3 minutes pour franchir cette zone, il va essayer de prendre une avance de 3 minutes avant cette zone. Dans le cas où il n'est pas d'arrêt voyageur, bien évidemment, puisqu'il doit respecter son horaire de passage, enfin son horaire d'arrêt dans les trains où il a un arrêt prévu. Mais si, par exemple, il a 3 minutes de prévu de perte sur cette zone de chantier et qu'il peut récupérer ces 3 minutes entre le dernier point d'arrêt voyageur et le début de cette zone de chantier, il va essayer de les gagner pour être à l'heure quand il aura franchi cette zone de chantier. Maintenant, il peut arriver dans des cas particuliers que on n'ait pas le temps de prévenir le conducteur de cette zone de chantier. À ce moment-là, on va mettre en place la zone quand même. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a une défectuosité sur la voie. Vite, on va installer une limitation de vitesse et on va placer ce qu'on appelle un repère d'approche. Donc ce signal ici, là, c'est un signal rond, blanc sur fond blanc zébré de noir avec un feu blanc à éclat. Par intermittence, donc il va clignoter. C'est un éclat, il se voit très bien, il attire l'œil. Et pour attirer l'attention du conducteur sur le fait qu'il approche d'une zone temporaire. Alors attention, parce que souvent on peut faire l'erreur dès qu'on voit le feu à éclat, par exemple, de freiner. C'est une grave erreur parce que en fait, enfin grave, c'est pas une grave erreur, mais ça peut devenir grave erreur parce que, comme je l'ai dit au début, plutôt que d'avoir un ralentissement à 50 à l'heure, on peut très bien à cet endroit avoir un baissé-panneau. On peut mettre un baissé-panneau temporaire parce qu'on a des travaux sur la caténaire qui n'empêchent pas la circulation du train. Donc si vous plantez un coup de frein dès la vue du feu blanc à éclat, vous pouvez vous retrouver planté sous la zone baissé-panneau. Parce que finalement c'était une zone baissé-panneau, il fallait pas couper la vitesse. Donc le feu blanc à éclat, qui est disposé 100 mètres avant le mirliton, donc on a le feu blanc à éclat, le mirliton et la zone. Dans ce cas-là, dès que on voit le feu blanc à éclat, on se tient prêt en fait, à obéir aux signaux qui vont nous être présentés. Mais on est averti, c'est pour bien attirer l'attention du conducteur, parce que c'est une zone à risque. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et donc il faut, et le conducteur n'en étant pas averti à l'avance, on va attirer son attention avec ce signal. Alors je vais vous le montrer en vrai. Alors voilà le signal, donc le repère d'approche. Donc merci pour tous les gars qui font ça sur internet, parce que je leur pique toutes les vidéos, c'est sympa. Et les images. Donc en fait le repère d'approche, ben voilà à quoi il ressemble exactement. Donc ça balance un éclat. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, c'est sur batterie. Et ça signifie une implantation. Alors c'est pas forcément une implantation dont le conducteur n'est pas renseigné. Ça peut aussi être un abaissement du taux de vitesse. Si par exemple on a prévu une zone de chantier limitée à 50 km/h et qu'une fois qu'on a diffusé l'annonce à tous les conducteurs, on se rend compte que finalement on va la mettre à 40, on va mettre ce repère en place parce que les conducteurs ils seront pas renseignés sur le bon taux. Donc il y a trois cas. Il y a le cas où le conducteur n'est pas renseigné sur la zone de chantier qui est mis en place, le cas où le taux de vitesse est abaissé, ou le cas où la zone est déplacée. C'est-à-dire si jamais on déplace même que de 3 mètres et 5 mètres, bon en général ça va être sur plus, mais si on déplace la zone par rapport à la position prévue, on mettra un feu blanc à éclat. C'est-à-dire qu'il y a une modification, quelque chose dont le conducteur n'est pas renseigné à l'avance. Alors il y a quand même une petite particularité par rapport à ce repère d'approche.
C'est vraiment pas... mais bon, c'est pour dire la complexité des fois des choses. C'est que le repère d'approche, il est utilisé seulement si la circulation peut aborder cette zone de chantier à une vitesse supérieure à 40 km/h. C'est-à-dire que si on va placer une zone de chantier dans une zone qui est déjà limitée, admettons, à 40 km/h, parce qu'à cet endroit-là, la ligne est limitée à 40 km/h, même s'il y a une modification ou mise en place d'un chantier, on ne sera pas obligé de mettre ce repère d'approche, puisqu'on considère que le conducteur arrive suffisamment doucement pour appliquer le TIV, le taux indiqué par les TIV, ou le baisser panto, le coupé courant, enfin la zone de chantier, les indications données pour cette zone de chantier. Donc voilà pour ce feu blanc à éclat. Alors voilà une autre particularité. Donc ici on voit un TIV d'annonce de chantier temporaire limité à 40 km/h, enfin qui indique une limitation à 40 km/h, donc ce TIV est rétroéclairé la nuit. Dessous on voit un disque jaune avec un feu jaune clignotant, donc je le dis parce qu'ici il clignote pas. Donc ce tableau jaune avec ce feu jaune, il est obligatoirement utilisé dès lors que la vitesse du chantier est égale ou inférieure à 40 km/h. Voilà. Dès que donc on considère que en dessous de 40 ou à partir de 40 km/h et en dessous d'une limitation sur une zone de chantier, il y a des risques encore plus importants, donc il est important de prévenir le conducteur que cette zone de chantier est d'un taux bas, très bas. Donc on a l'obligation de mettre ce disque jaune implanté sous le TIV d'annonce. Donc la nuit, ce TIV d'annonce rétroéclairé ainsi que le disque jaune avec l'assistance de son feu jaune sont à éclairage intermittent cadencé. Donc en gros il clignote. Bon, à la SNCF on dit intermittent cadencé pour clignotement. Alors voilà des jolis TIV de chantier. Donc là on est vraiment sur le terrain. Donc comme on peut voir, les TIV de chantier peuvent être fléchés. C'est-à-dire qu'on voit ici que c'est une ligne sur laquelle des circulations peuvent arriver par la voie de droite là. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent rouler à droite, et donc pour leur indiquer que ce signal les concerne, on les flèche. Donc c'est pareil, cette indication de signal fléché sera reprise sur les documents qu'on fournira aux conducteurs, à tous les conducteurs qui sont susceptibles d'emprunter cette ligne. Ou dans ce cas, si jamais c'est pas prévu à l'avance, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le feu blanc à éclat. Donc ici, voilà un cas typique. Donc de l'autre côté, le signal n'est pas fléché puisqu'il est pris dans le sens normal de la signalisation. Donc le conducteur observe les signaux implantés à gauche ou au-dessus de la voie ou dans la voie qui le concerne. Donc dans ce cas précis, le signal qu'on voit à revers, il le concerne, alors que celui qu'on voit dans ce sens-là, il ne le concerne pas. Donc il est fléché. Voilà. C'est une possibilité aussi sur les TIV de chantier. Alors maintenant, on va voir une chose un peu spéciale par rapport à ces TIV de chantier. Donc là, on a un cas qui est bien fait. Donc on a un TIV d'annonce ici, 50, c'est une zone de chantier, on est d'accord. La zone de chantier, elle se trouve ici, là. Donc on a le 50, l'exécution, donc à partir du tableau auquel on doit respecter, à partir duquel on doit respecter la vitesse de 50 km/h jusqu'au tableau blanc de reprise, une fois que la queue du train aura dégagé. Sauf que, voilà, entre cette annonce et cette exécution, on va avoir ici un rappel de ralentrante avec une bifurcation. Donc le rappel de ralentrante étant présenté, ça veut dire qu'on est pris sur la voie déviée, systématiquement. Donc c'est une indication de direction. Donc le conducteur, il sait qu'il va être dirigé sur une autre voie, ici la voie A. Si on le laisse partir comme ça, il va rouler à 50 km/h tout le temps, sans jamais rencontrer son TIV d'exécution. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un tableau blanc à flèche verticale. C'est-à-dire que c'est un tableau équipé d'une flèche qui indique au conducteur qu'il n'est plus concerné par l'annonce de cette zone de chantier et qu'il peut reprendre sa vitesse normale. Donc le tableau blanc à flèche verticale noire
dirigé donc vers le haut, peut être la nuit ou éclairé ou réflectorisé. Donc voilà pour cette particularité. Donc je vais prendre une image pour résumer tout ce qu'on vient de voir. Alors voilà tous les signaux qu'on va rencontrer sur le chantier, comme on vient de les voir hein, ici. Hein, donc le repère d'approche, le repère de proximité, c'est tout ce qu'on peut pas forcément rencontrer. Maintenant vous le savez, le TIV à distance, le disque jaune avec le feu jaune pour la visualisation la nuit, le tableau blanc à flèche noire verticale, le TIV exécution et le tableau blanc de reprise. Alors bien entendu, tous ces TIV et ces indications ils peuvent se mélanger et donner des choses très complexes. On peut avoir plusieurs TIV d'exécution. Alors si par exemple, ici là en plein milieu, au milieu de la zone de chantier, on a un arrêt en gare, un bâtiment voyageur, et ben on va rajouter un TIV d'exécution à la sortie de la gare par exemple, pour que le conducteur n'oublie pas qu'il est toujours sur sa zone de chantier. Voilà. De même que si le chantier s'étend sur une distance trop longue, on va répéter plusieurs fois le TIV d'exécution. C'est une obligation. Voilà, donc l'implantation de tous ces signaux de chantier sont gérés par des règles strictes qu'il faut respecter parce que pour pas dépasser les vitesses indiquées quoi et les indications données par ces signaux temporaires. Alors voilà pour terminer. Donc j'ai répondu à Frédéric Gratteau. Il reste les étiquettes ISIN, donc il m'a demandé, donc c'est trop long, on peut en parler maintenant, il reste pas mal d'autres questions, vous inquiétez pas, je vais répondre aux autres questions. Donc aujourd'hui c'est fini pour cette émission. Et donc si vous avez trouvé la gare dont il s'agit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination